Et donc, bienvenue dans ce débat du jour auquel vous pouvez participer avec deux adresses, direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. N'hésitez pas à nous écrire. Laurent Geoffrin et Jean-François Colossimo sont là pour répondre à vos questions. Et puis, bien sûr, dialoguer sur trois sujets que nous avons retenus dans l'actualité, que je vais présenter dans un instant, puisqu'on parlera des enjeux de l'Assemblée plénière des évêques qui se réunissent cette semaine à Lourdes, en particulier 2 jours qui sont consacrés aux violences sexuelles. C'est un point d'étape. On parlera ensuite de Marine Le Pen qui sera fixée sur son sort dans la matinée. Se présentera-t-elle à l'élection de 2027 ? Et puis on reviendra sur Donald Trump et ses dispositions en matière de diversité, d'équité et d'inclusion pour que les entreprises françaises se soumettent aux nouvelles dispositions voulues par le président américain si elles veulent continuer à faire des affaires avec les États-Unis, autrement dit à rompre avec un certain nombre de prérogatives antérieures. Voilà pour quelques-unes des idées que nous allons débattre ce matin dans ce débat jusqu'à 10h. Et donc Jean-François Colossimo et Laurent Geoffrin. Jean-François Colossimo, essayiste, écrivain, historien des religions qui dirige les éditions du CERF. Bonjour Jean-François. Bonjour. Laurent Geoffrin, journaliste, essayiste, fondateur du média numérique lejournal.info. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. C'est une journée un petit peu délicate qui s'engage aujourd'hui à Lourdes, 3 ans et demi après le séisme du rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. La conférence d'évêques de France qui tient son assemblée plénière toute la semaine, mais il y aura 2 jours introductifs consacrés donc aujourd'hui et demain à un point d'étape sur les premières mesures de lutte contre ce fléau des violences sexuelles. Révélations qui donc seront l'objet de débats et d'échanges qui ont lieu à quelques kilomètres de Notre-Dame de Bétharram, qui donc a récemment marqué toute l'attention médiatique, puis l'attention politique, à une vingtaine de kilomètres précisément de l'établissement d'enseignement catholique, au cœur d'un scandale qui a ouvert une nouvelle séquence dans l'enseignement, cette fois, plus que dans le clergé en tant que tel. Est-ce qu'on peut attendre de cette réunion, Jean-François Colossimo, de ces 2 jours qui s'ouvrent, quelques nouveautés, sachant qu'il y aura un nouveau président de la CEF qui sera élu cette semaine, mais ça c'est distinct. Je pense que, paradoxalement, évidemment, tout ça est parfaitement accablant. Et la première pensée va toujours à l'égard des victimes de tous ces abus, et de quelque nature qu'ils soient, d'ailleurs. Évidemment, les pédocrimes, mais il y a aussi les abus sur des personnes adultes qui sont vulnérables, etc. Donc il y a vraiment une remise en cause très, très profonde des mécanismes au sein de l'institution, des défaillances qui ont permis effectivement à ces types de crimes de prospérer dans le silence jusqu'à ce que finalement les victimes aient le courage de prendre la parole et d'imposer leur parole. Tout ça est vrai. Maintenant, je le dis vraiment sans forfanterie, puisque ce n'est pas mon église, l'effort qu'a entrepris l'Église catholique de France pour établir la vérité est quelque chose de tout à fait courageux et devrait servir d'exemple à de nombreuses autres institutions qui ne sont pas forcément religieuses, lorsqu'on pense aux univers, par exemple, du sport, à l'éducation, qu'elle soit privée ou publique, que l'on pense aussi de manière importante. Il y a eu un moment toute une vague de révélations à ce sujet sur les mouvements de jeunesse politique où il y a une forme d'exploitation sexuelle souvent aussi, etc. Donc je pense que en fait, paradoxalement, il faudrait comprendre que, évidemment, encore une fois, avec tout le poids de ces fautes qui pour l'Église sont des péchés, n'est-ce pas, mais il faut bien comprendre que paradoxalement, l'Église catholique en France se trouve à la pointe d'une véritable, je dirais un peu, révolution des mentalités, où toute cette forme d'instrumentalisation de la sexualité à des fins de domination, finalement, est de plus en plus rejetée par l'ensemble des Françaises et des Français, et que c'est ça qu'il faut, à mon sens, retenir en premier lieu. Laurent Geoffrin, qu'est-ce que vous retenez, vous ? Je retiens effectivement, il y a des efforts considérables qui ont été faits pour reconnaître, demander une forme de pardon, mais avant, il y a des indemnités importantes qui sont prévues, il y a la reconnaissance du nombre. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que l'aspect préventif de la chose est suffisant? Parce que, évidemment, ce qui est frappant pour quelqu'un de l'extérieur, c'est le nombre
Le nombre est incroyable. Il y a 300 000, 400 000 victimes, quoi. Alors, c'est une extrapolation statistique. Oui. Ce ne sont pas des dossiers numérotés. J'entends bien, mais elle est assez fiable parce que l'échantillon de base est assez complet, quoi. Donc il y a probablement beaucoup de victimes, en tout cas, et puis celles qui se sont signalées, quoi. Donc c'est un phénomène, l'Église le dit d'ailleurs, systémique, c'est-à-dire assez habituel, quoi. C'est le Sauvé qui dit ça, le rapporteur. Oui. Jean-Marc Sauvé. Oui, mais il n'a pas été désavoué, si. Ouais. Non, parce qu'avec un tel nombre évalué, on se dit oui, c'est un système, quoi. Et le système, en tout cas, c'est celui de l'omerta, ça c'est clair. Oui, ça oui. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'on ait cherché à cacher les choses et à mettre la poussière, si je puis dire, sur le tapis. Mais est-ce que les mesures prises pour que ça ne se reproduise plus, finalement, sont suffisantes? Parce que c'est très bien de réparer, et l'Église le fait en grand, semble-t-il, hein, de manière claire et tout à fait honnête. Mais est-ce qu'à l'avenir, est-ce qu'on ne recule pas devant certaines mesures? Alors évidemment, il y a la question, moi qui me paraît quand même importante, c'est la question du célibat. Parce que l'abstinence forcée crée des comportements troubles. Il peut y avoir dans les prisons, d'ailleurs. Dans les prisons, il n'y a que des hommes et il y a des viols qui ne sont pas commis par des personnes homosexuelles, hein. Donc il y a l'obligation de ne pas avoir de relations sexuelles crée des comportements déviants. Alors ça, c'est une question, justement, on ne sait pas si elle va être posée aujourd'hui. Manifestement, on recule devant ça, quoi. On ne veut pas, je crois que j'ai bien compris, les évêques français ne veulent pas même le demander au Vatican. Même le demander. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Alors moi, j'avais plusieurs remarques. Jean-François Colosimo. Si Laurent Geoffrin me le permet. Le premier, c'est que sur la même période considérée, 70 ans du rapport de la SIAZ, si effectivement sur des bases d'extrapolation épidémiologique, on considère qu'il y aurait 280, je crois plutôt 330 000 c'est une fourchette. victimes. Sur la même période, on considère qu'il y aurait 5 millions d'enfants en France hors l'Église qui auraient été victimes. Donc ça fait... Enfin, alors évidemment, je suis désolé de parler comme ça parce que toute une victime suffit, n'est-ce pas? Mais donc ça veut dire aussi que le phénomène de la pédophilie ou du pédocrime était 12 à 14 fois plus important dans la totalité de la population française non considérée l'Église catholique, vous voyez. Deuxièmement, sur le célibat, la seule chose dont on est certain, c'est que le premier lieu de l'abus sexuel sur enfant, c'est la famille. Et c'est l'inceste. Qui dépasse de loin. Et là, on n'est pas dans un cadre de célibat. Manifestement, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas de... On peut difficilement faire une corrélation entre les deux, surtout si on distingue ensuite homosexualité d'opportunité, si je puis dire, comme dans le cas de la prison, et pédophilie, et qu'on distingue bien homosexualité et pédophilie qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est plutôt, en fait, le problème du recrutement qui se pose. Là-dessus, il y a de très sérieuses réflexions engagées pour essayer de dépister les pédophiles qui vont vers ce type de métier, comme ils peuvent des fois aller vers tous les métiers de l'enfance, hein, qui sont en contact avec l'enfance, pour véritablement les dépister au moment où ils disent affirmer une vocation sacerdotale. Voilà. Maintenant, l'Église de France peut difficilement aller contre ce qu'a dit le pape François lui-même, qui passe souvent pour très novateur, très réformiste, voire, mais qui, sur le célibat, a répété l'enseignement de ses prédécesseurs. Le prix du sacerdoce, c'est le célibat dans l'Église catholique, dans l'Église catholique latine, occidentale, etc. Dans les Églises orientales qui sont rattachées à Rome, il y a un sacerdoce ordonné. On en donne les hommes mariés. Hein. Il n'y a pas de mariage des prêtres. Mais justement, est-ce qu'on pourrait, pour aller faire écho à ce que dit Laurent Geoffrin, est-ce qu'on pourrait, dans l'Église latine, évoluer vers une solution à l'orientale? Si tant est que ce soit une solution d'ailleurs, mais évoluer vers est-ce qu'on peut évoluer? Mais la proposition existe, me semble-t-il, parce que j'avais parlé avec un évêque, j'avais été faire une visite au Vatican, et j'avais parlé avec un évêque argentin, je crois, j'ai oublié son nom, et il disait, moi je suis favorable à l'ordination des hommes mariés. Alors pas au mariage des prêtres célibataires, mais à ce qu'on fasse rentrer dans le clergé des gens déjà mariés. Ouais. Et j'ai vu que dans la discussion de Lourdes, il est question pour les diacres, je crois qu'il y a une nouveauté. On veut mettre des femmes maintenant. Il n'y a pas de femmes aujourd'hui.
À ma connaissance, non. Et donc Non, je pense on que veut mettre quelques femmes. Oui. la question du statut de ce qu'était dans l'Église antique les diaconesses, Mhm. c'est une vaste interrogation parce qu'en fait, on n'a pas trop de contenu historique pour savoir si leur rôle, parce que dans le diaconat, le diacre, c'est en fait assistant, n'est-ce pas ? Donc, si dans leur mission d'assistance, par exemple, qui vont s'occuper des veuves, des orphelins, etc., est-ce qu'il y avait une fonction liturgique auprès de l'autel ou pas ? Ça, on n'a pas trop d'indications. Enfin, c'est une vaste question historique très, 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 très compliquée. Et donc, c'est plutôt là-dessus que se portent les choses. Maintenant, moi, je voudrais dire quand même il ne faut pas non plus... Alors, tout ce travail est ultra nécessaire, et surtout la prévision, le fait de pouvoir encadrer les recrutements, comment on fait pour que ça se reproduise pas, Le travail de prévention. le travail de prévention. Mais en même temps, je note qu'il ne faut pas non plus que l'épiscopat soit en retard sur un fait qui est évident. C'est qu'on pouvait se dire, je suis désolé de parler comme ça, mais on pouvait se dire, tiens, cette fois-ci, comment l'Église catholique, qui déjà a été quand même pas mal, n'est plus une Église sociologique comme elle l'était dans l'après-guerre, qui est une Église qui a retréci, quoi, en quelque sorte, qui n'est plus cette Église où, de manière indistincte, tout le monde allait, parfois même sans trop de conviction, n'est-ce pas ? Comment cette Église, on pouvait se poser la question, va-t-elle, survivre à ce tombereau de révélations complètement délétères, n'est-ce pas ? Or, ce qu'on note ces deux, 3 dernières années, c'est un nombre grandissant de catéchumènes qui demandent le baptême, un nombre grandissant de demandes de mariage religieux, et pour l'éditeur que je suis, mais tous les éditeurs religieux ou pas qui ont une Bible pourraient en témoigner, une explosion des ventes de la Bible. Et donc, en fait, on voit que... À quoi l'attribuez-vous, Jean-François ? Peut-être la peur de l'apocalypse, peut-être la demande de verticalité, peut-être le fait que, comme l'histoire s'accélère, on se dit peut-être tant que je le lise avant que ça soit fini, tu vois, connaître la fin avant que le film soit fini, par anticipation. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a cette demande qui est extrêmement forte, ce qui veut dire que par-delà, je dirais, l'Église institution, il y a une vie dans l'Église, de l'Église, qui attire les gens, en dépit, je dirais, de vraiment, cette dimension scandaleuse qui a affecté la réputation de l'Église. Et bien finalement, paradoxalement, ça ne dissuade pas du tout les gens qui sont en quête de cette vérité qui est aussi dans l'Église et qui dépasse, évidemment, encore une fois, cet abîme de souffrance que des clercs ont pu causer. La nature de l'Église ne réside pas dans ces scandales. La nature de l'Église ne réside pas dans ces scandales. Les gens veulent y trouver, en tout cas, ça ne réduit pas la quête, l'attraction que certaines personnes peuvent avoir pour la rencontre avec Dieu, pour la verticalité, pour les sacrements, pour la parole de Dieu, etc. Et ils la trouvent là aussi, en dépit d'eux, et parfois, je dirais, malgré tout. Ça, alors, je note. Il faut dire aussi Laurent Geoffrin. Les principes fondateurs condamnent ce genre de comportement. Donc, c'est pas parce qu'il y a des déviances de l'institution que ces principes sont mauvais. C'est parce qu'elle les applique pas. Donc, si elle les applique mieux, ça peut effectivement rassurer un certain nombre de gens qui sont par ailleurs attirés par le message. Aujourd'hui, 3 ans et demi après le rapport de la SIAZ, on est un petit peu dans l'idée de savoir quels sont les éléments qui permettent de dire que, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, qui permettent de dire qu'on va dans le sens de la prévention, qu'il y a des avancées, etc. Alors, il y a un rapport qui est déjà disponible sur le site de la CEF, qui fait une 50aine de pages, qui salue une réelle volonté de changement, même si c'est forcément un long processus, nous dit-on. Parmi des mesures mises en œuvre, il y a un cours en ligne sur le risque d'instrumentalisation de la parole de Dieu, une charte de bientraitance pour la protection des mineurs. Il y a aussi un outil d'autodiagnostic pour les communautés accueillant des mineurs, des procédures d'accueil et de formation des futurs prêtres, etc. Maintenant, qu'est-ce que l'Église pourrait dire ou faire de plus, sachant qu'il y a bien 2 séquences, hein. Il y a eu la séquence les abus dans l'Église et puis dans l'enseignement
la dernière séquence, c'est quand même dans l'enseignement catholique et en particulier dans les pensionnats. Donc ça fait deux éléments. Qu'est-ce que l'Église ou l'institution pourrait dire ou faire de plus ? On a l'impression qu'il faut toujours en dire davantage, Laurent Geoffrin. Bah oui, parce que les affaires naissent les unes après les autres. Alors souvent, ce sont les affaires anciennes, mais enfin, ça frappe quand même l'opinion, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup parlé des institutions d'enseignement catholique. Et puis d'un coup, on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs qui sont mises en cause gravement. Bétharam et d'autres. Et c'est assez normal parce que... C'est revenu avec François Bayrou. On se demande même si la chose aurait émergé si ça avait été un autre Premier ministre. Bah, elle était en train d'émerger de toute manière. Alors, il y a des gens qui en ont profité pour faire une opération politique, mais c'est assez marginal, en fait, dans l'affaire. C'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de plaignants, quand même, et il y a eu des faits inqualifiables qui se sont produits dans cette institution, notamment des viols, manifestement, et dans d'autres. Donc, à partir de là, il faut continuer. On ne peut pas dire, ça y est, on a fait notre travail, arrêtons là. Mais est-ce que c'est l'État qui... Parce que ce sont les établissements sous contrat. Est-ce que c'est l'État qui doit exercer il y a un défaut un devoir de vigilance accru? Moi, moi, j'ai eu des cas quand j'étais directeur de Libération. La Libération, c'est pas un endroit, en principe, où il y a des agressions sexuelles. Ça ne devrait pas être le genre de la maison. Mais il y en a eu quand même. Donc, ça arrive à tout le monde. Et s'il n'y a pas des institutions internes auprès desquelles les victimes peuvent se confier, ça ne marche pas. Donc il faut institutionnaliser la surveillance, la vigilance. Comment aviez-vous fait ? Alors, nous, on a beaucoup écrit là-dessus et on a beaucoup dénoncé. Donc évidemment, on savait à peu près quels étaient les mécanismes. Et donc il y avait un mécanisme interne, animé par des femmes en général, au départ en tout cas, et qui était chargé de s'occuper de ce genre de choses. Et donc il recueillait un témoignage. Parce que là, c'était des cas plutôt de harcèlement masculin à l'égard de femmes. Oui, c'était sur des femmes. Ouais, c'était principalement. Enfin, il n'y en a pas 22, il y a eu 2 cas. Enfin, c'est pas beaucoup, mais bon, c'était une petite entreprise. Et donc, il a fallu sévir, et il y avait des institutions internes qui ont permis de le faire. Et s'il n'y a pas d'institutions internes, c'est difficile pour les victimes, parce que on sait bien, elles se disent, mais je vais passer pour celle par qui le scandale arrive, je vais avoir des ennuis, je vais avoir des mesures de rétorsion de la hiérarchie, de choses comme ça. Et il faut que ces institutions perdurent. Oui, il faut qu'elles soient permanentes. Parce que c'est un risque qui est permanent. C'est-à-dire que la tentation des hiérarques dans ce domaine est constante. Instinctivement, même inconsciemment, ils profitent de leur position pour obtenir des faveurs. Une sorte d'abus de position dominante. Oui, je pense que la parole, Jean-François Laurent Geoffrin, ce qu'il dit, voilà, c'est pour ça concerne toute institution. La parole est d'autant plus libérée qu'elle est sûre d'être accueillie et recueillie pour ce qu'elle vaut. C'est ce qu'on fait sur les tournages maintenant. Il y a un référent. Alors les gens trouvent ça ridicule. C'est pas ridicule, c'est normal. Les petites mains des tournages, c'est difficile pour elles de parler. On l'a vu pendant les débats du procès de Pardieu. Exactement. Laurent Geoffrin, Jean-François, on est obligé de se quitter 2 secondes. Je vous redonne la parole juste après. Planisphère, Pierre Verluise. Dites donc, ça bouge aux États-Unis et dans le monde. L'appareil d'État est dégraissé, les alliances sont brutalisées et les Européens s'organisent. De manière peut-être incongrue vient une question, la puissance américaine est-elle en péril ? Planisphère vous offre des réponses. À très bientôt. Planisphère, tous les mardis à 18h30 et le samedi à 9h30. Chaque semaine, Radio Notre-Dame vous propose de vivre les offices en direct. La messe pour les malades, le jeudi à 14h30, célébrée depuis Notre-Dame des Victoires. Le dimanche, les vêpres du dimanche à 16h, depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et la messe du dimanche, en direct de Notre-Dame de Paris, à partir de 18h. J'ai eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Un enfant qui dort dans une décharge ou ne mange pas à sa faim n'a pas cette chance. L'éducation est un droit fondamental. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire un legs à Enfants du Mékong, qui construira des écoles et scolarisera des enfants. Offrez en héritage une promesse de vie meilleure, léguée à Enfants du Mékong. Pour recevoir un conseil ou une brochure, contactez-nous sur notre site internet ou au 01 47 91 75 28.
9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Après le séisme de vendredi, le bilan actuel s'élève à 1700 victimes en Birmanie et en Thaïlande. Les experts craignent des milliers de morts supplémentaires malgré la mobilisation de la communauté internationale. La Birmanie, décimée par la guerre civile, manque de ressources devant l'ampleur des dégâts. En France, cela fait plus d'un an et demi qu'il n'avait pas été convoqué. Un conseil de planification écologique est prévu à l'Elysée à partir de 10h. L'objectif est de tirer un bilan des mesures visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre françaises, mais également de lancer de nouveaux chantiers. Procès des assistants parlementaires du RN. L'avenir politique de Marine Le Pen se joue ce matin. Au terme de 2 mois de procès, l'accusation avait requis à l'encontre de la chef de file de l'extrême droite une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui compromettrait sa participation à la présidentielle de 2024. La trêve hivernale prend fin aujourd'hui sur fond de profonde inquiétude des associations. En 2024, 24 000 ménages ont été expulsés de leur logement, souligne la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre. Les députés se penchent sur une proposition de loi visant à durcir les conditions de maintien dans le logement social en parallèle. Un texte vivement critiqué par la gauche et les professionnels du secteur. Rassemblement des évêques de France à Lourdes, 3 ans et demi après le choc du rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. La conférence des évêques de France organise aujourd'hui et demain un point d'étape. L'objectif est de tirer le bilan des différentes initiatives mises en œuvre contre les violences sexuelles. Et enfin, c'est aujourd'hui la révision du classement du guide Michelin. Il dévoile ses nouvelles étoiles françaises. Autant décrié que respecté, ce rendez-vous gastronomique de l'année a lieu à Metz. Tous les chefs étoilés de France sont conviés à l'événement ainsi que les futurs récompensés. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et c'est reparti avec Jean-François Colossimo et Laurent Geoffrin. Jean-François, je vous redonne la parole à propos de l'Assemblée plénière des évêques. Quand même une réflexion parce que je vous ai coupé tout à l'heure. Si l'accueil aux victimes... Alors attendez, on vous entend pas. Allez-y, voilà, c'est bon. Si l'accueil, bien sûr, l'accueil à la parole des victimes doit être total. La révision de tout ce qui a permis ces crimes doit être inconditionnelle. Mais en même temps, restons attentifs aussi aux signes que l'Esprit, comme le dit le Nouveau Testament, que l'Esprit envoie aux églises. Il y a aussi une attente d'un témoignage d'espérance de la part de l'Église, surtout en cette année jubilaire. Et ce qu'on voit, c'est que cette attente, elle n'est pas découragée par ces horreurs. Voilà. Et donc d'avoir un message positif, de voir aussi ce qui fonctionne. Voilà, je crois que c'est important. Attente également. Vous voulez qu'on enchaîne sur un autre sujet ou Laurent Geoffrin, vous avez une réflexion là-dessus? Allez, attente aussi pour Marine Le Pen ce matin, puisque ça sera tout à l'heure à partir de 10h, dans une demi-heure pour ceux qui écoutent ce débat en direct, sachant que vous pouvez y participer en direct @rcf.fr et direct @radionotre-dame.com. Inéligible tout de suite ou pas, on verra. Son avenir politique, en tout cas immédiat, est suspendu à la décision de justice que l'on attend d'un instant à l'autre. Une peine d'inéligibilité était attendue, qu'elle est obligatoire pour détournement de fonds publics, mais l'exécution provisoire l'est beaucoup moins. L'exécution provisoire, c'est le principe que la peine s'exerce sans appel, donc que l'appel ne soit pas donc suspensif. On va essayer de resituer un petit peu les choses et l'enjeu de cette confrontation avec la justice, puisque Marine Le Pen sera présente à la lecture de ce jugement qui devrait durer au moins 2 heures. Jean-François Colossimo, Laurent Geoffrin. Il y a un biais dans la discussion publique, là, parce qu'il y a une campagne hallucinante de la droite et de l'extrême droite pour nous faire croire qu'il y a un vaste complot des magistrats contre Marine Le Pen. C'est une blague totale. Enfin, il y a eu plusieurs... peut-être une dizaine au moins de magistrats qui sont penchés sur ce dossier. Ils ont tous dit la même chose. Et dès lors qu'on regarde le dossier, c'est accablant. Il y a des mails, il y a un mail qui dit voilà, Marine nous demande de faire des emplois fictifs. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et ils avaient besoin d'argent. Ils ont détourné l'argent du Parlement européen. Factuellement, il n'y a aucun doute. Et alors maintenant, on fait campagne sur le thème. Mais vous vous rendez compte, on risque de porter atteinte à ses ambitions politiques. Mais qu'est-ce que c'est que cette campagne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes politiques ont droit à une impunité. C'est une campagne pour l'impunité que vous êtes en train de faire là. L'impunité des puissants. On dit oui, mais vous vous rendez compte, elle est à 37%.
Ah bon, mais elle serait à 2% et il faudrait la condamner sans problème. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on dit en tout cas. Et c'est une campagne honteuse et antidémocratique. Parce que s'il n'y a plus d'état de droit, si on fait des jugements à la tête du client, parce qu'on demande un jugement à la tête du client, là. Elle, non, pas elle. Les autres, oui, mais elle avait demandé d'ailleurs que l'inéligibilité soit à vie. Hein, il y a une vidéo qui est très connue où on la voit dire et il est évident que les hommes politiques indélicats doivent être inéligibles à vie. Elle dit ça elle-même. Alors maintenant, elle dit c'est scandaleux, c'est le gouvernement des juges. C'est pas le gouvernement des juges, c'est le gouvernement de la loi. Alors si on veut que la loi ne s'applique pas, qu'on le dise. Mais alors à ce moment-là, on rentre dans une casuistique intéressante. Quels sont les cas où on octroie l'impunité aux délinquants? Le jugement est connu d'avance pour vous? Alors, non, parce qu'il y a une incertitude. Là aussi, ça fait partie de l'effet pervers, parce qu'on dit oui, mais vous comprenez, certes, elle est coupable, ce qui est déjà quand même un problème. Parce qu'on dit, elle risque de ne pas pouvoir se présenter. Donc, si elle est condamnée sans exécution immédiate, elle se présente, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une délinquante qui va se présenter à l'Élysée. Une délinquante reconnue, prouvée, quoi. Donc, elle a volé de l'argent public, mais elle va être présidente de la République. En tout cas, on considère qu'il est légitime qu'elle se présente. C'est déjà un problème. Et on déplace le débat en disant, mais il ne faut pas qu'il y ait d'exécution immédiate. Mais d'abord, l'exécution immédiate, c'est assez banal, et on en fait tous les jours dans les tribunaux français. Mais bon, admettons qu'il n'y ait pas d'exécution immédiate, donc elle va présenter ça comme une victoire, comme si elle était acquittée, finalement. Donc tout ça est biaisé. On oublie les fondamentaux de la manière dont fonctionne une démocratie. Ça renvoie à une campagne générale de la droite et de l'extrême droite contre les lois. Si elle est condamnée pour vous, l'exécution devrait être immédiate, justement. C'est pas à moi d'en décider, c'est au juge. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions et quels sont les critères pour infliger cette peine-là. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de le faire, d'ailleurs. Mais si elle est condamnée pour avoir volé de l'argent public, comment est-ce qu'elle peut encore se présenter? C'est une question, quand même. Jean-François Colossimo. Bon, je retrouve Laurent Geoffrin, je dirais, sur son destrier blanc et avec son oriflamme blanc. Moi, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord parce que, pour ce qui s'agit du cas de Marine Le Pen, l'interprétation selon laquelle les assistants politiques seraient en fait des assistants administratifs, c'est une interprétation totalement française. Ça, c'est clair. Et je veux dire par là que lorsqu'on a des assistants politiques, ce sont des assistants politiques qui servent à tout. Deuxième point, si Marine Le Pen s'en est... Mais ça l'enfonce ou ça la disculpe? Mais ça c'est une affaire franco-française. C'est le Parlement avec qui encore un abus, avec un abus, et je veux venir avec un abus des juges. Oui, mais à l'instigation qui, avec un abus, encore une fois, des juges. La France a un problème avec ses juges. Mais pourquoi y a-t-il un abus des juges? Par le syndicat de la magistrature qui mène une justice en fait idéologique. C'est ça le fond du problème. Y a pas de Alors, François Fillon, je veux dire, tout le monde aurait aimé être jugé, tous les gens qui croupissent en prison auraient aimé être jugés aussi rapidement que François Fillon, qui d'un coup a perdu la présidentielle qu'il était programmé pour gagner. Le garde des Sceaux, n'est-ce pas? Garde des Sceaux, alors on ne peut plus de gauche, de monsieur Macron s'est retrouvé en cour de justice de la République pour une affaire tellement abracadabrantesque que, je veux dire, il en est sorti du pont Moretti blanc comme neige. Donc, troisième point, non mais... Je vois pas en quoi ça vient à l'appui de votre démonstration. Parce que la France va être condamnée en Cour européenne des droits de l'homme pour l'affaire Bismuth. Parce que faire écouter des conversations entre un client et son avocat pendant 3 ans sans prévenir la personne même à l'occasion d'une enquête adjacente qui reste secrète, la France va être condamnée pour sa justice. Alors, si on veut croire en la justice, on va voir que l'appareil judiciaire français peut être condamné aussi. Maintenant, moi, je n'ai aucune sympathie pour Marine Le Pen, mais c'est évident que si on veut provoquer un cataclysme politique et laisse le soin de la cité passe avant le bonheur des juges, n'est-ce pas? On va donc l'interdire de candidature, mais on est tombé sur la tête. On est tombé sur la tête et on est aux mains, on le sait, il n'y a qu'à voir les réquisitoires qu'on entend aujourd'hui sur des juges qui se sont érigés en maîtres de la loi, en maîtres de la morale. La justice en France, c'est une autorité, c'est pas un pouvoir. Ils en ont fait un pouvoir.
n'est-ce pas? Et on en arrive à ces trucs catastrophiques. Mais je pense et que... avec des réquisitoires, d'un moralisme, d'une leçon, etc., comme si c'était ces pauvres petits juges qui devaient faire précisément la loi. Ils font pas la loi, c'est l'exécutif qui fait la loi. Ah non, c'est le législatif. Laurent Oui, Geoffrin. je veux dire, le lapsus est révélateur. Non, le législatif, le législatif, et c'est l'exécutif. La justice, elle est au service des citoyens, elle n'est pas maîtresse des destins du destin de la nation. Point barre. À moins de vénérer la loi. Pour l'impunité des hommes politiques. Non, je ne suis pas pour l'impunité. Si, vous êtes pour mais je l'impunité, dis que je ne suis pas pour l'impunité des juges. Ouais, non, à qui est-ce qu'ils Mais les juges, il y a compte des instances d'appel. Toute décision peut être controuvée, ça arrive tous les jours. Comment se fait-il qu'il existe encore un syndicat, qui, dans son sous-sol, mettait des gens à abattre? Le mur des cons. Le mur des cons pour le syndicat de la magistrature. Mais c'est prouvé. Laurent Geoffrin. C'est un petit dérapage marginal, ça n'a pas de sens. Il faudrait prouver que le fait de détourner l'argent du Parlement européen et le fait que le Parlement européen lui-même ait porté plainte et que les intéressés eux-mêmes considéraient que c'était illégal. Parce que mais si, il y a les preuves. Mais qu'on la condamne pour Attendez, ça. je termine. Il y a les preuves. L'inéligibilité. Jean-François, laissez-moi terminer. Il y a les preuves. Vous allez pouvoir répondre. Alors, on peut dire que les preuves ne comptent pas. À ce moment-là, il n'y a plus de justice dans ce cas-là. Il y a des preuves qui montrent qu'ils savaient très bien que c'était illégal. Ils savaient très bien. À partir du moment où ils savaient eux-mêmes, ils peuvent pas dire maintenant, mais on croyait que c'était légal, puisqu'il y a des mails où ils disent c'est de l'emploi fictif. Donc, il n'y a pas de question. La condamnation attendez, laissez-moi terminer. La condamnation est de droit. C'est pas une question de vengeance des magistrats. Mais attendez, j'ai pas dit. Trop. Mais parce que vous accusez la justice sans preuve, en fait. Aucune preuve. Il y a beaucoup de... Vous dites, laissez-moi terminer. Non, Jean-François, vous pourrez répondre. C'est pas une manière de débattre. Alors, Laurent Geoffrin continue et Jean-François, vous pourrez répondre, je vous le promets. Vous prenez comme exemple type l'affaire Fillon. Mais Fillon, sa condamnation a été confirmée par toutes les instances, par d'autres juges. Donc vous inférez sans preuve, aucune preuve, que tous ces magistrats se concertent entre eux ou ont une espèce de complicité naturelle qui fait qu'ils sont là pour commettre des actes injustes. Mais d'où vous tirez de vos preuves là? Il n'y a pas de preuves. Fillon a fait travailler son épouse illégalement, il a été condamné, c'est tout. La patronne du parquet financier a reconnu qu'elle obéissait à des ordres politiques, enfin, celle qui a incriminé Fillon. Il y a des tas de bons livres là-dessus, je vous les enverrai. Je connais l'affaire par cœur. Voilà, je vous les enverrai. Il a prouvé qu'il a commis des choses illégales. La question, c'est que... Vous plaidez pour l'impunité des hommes politiques. Alors, est-ce que vous plaidez pour l'impunité, Jean-François? Non, mais ça, c'est effectivement, voilà, c'est blanc. Non, mais parce que c'est pas blanc-noir, c'est l'application de la loi, j'y peux rien, moi. Laurent Geoffrin nous dit il y a une automaticité en quelque sorte. S'il y a une infraction, s'il y a eu une infraction, qu'elle soit punie, il y a une amende, il y a même une peine. Il y a un code pénal. L'interdiction de se présenter aux élections, c'est une interférence politique. Non, c'est dans le code pénal. Non, il fallait pas obligatoire. Ça n'est pas vrai. Oui, mais c'est possible. Ça a été rajouté dans le réquisitoire. Donc c'est légal. Et même des tas de juges trouvent ça hallucinant qu'on soit allé aussi loin dans le réquisitoire. Je trouve ça hallucinant. Mais c'est dans le code. C'est pas dans le code. Il faut changer le code pénal. Mais c'est pas dans Pourquoi Marine Le Pen demandait une inéligibilité à vie? Mais je m'en fous de Marine Le Pen. Oui, mais c'est intéressant que ce soit l'intéressé qui... Je dis que moi, je vois ça depuis très longtemps, depuis en fait les années 1990. On assiste à une sorte de détachement du pouvoir, de l'autorité judiciaire, c'est une pétition qui se constitue en pouvoir indépendant et qui interfère dans la vie politique. Alors maintenant, s'il y a des gens qui commettent des délits, voire des crimes, qui soient punis à hauteur de ces délits et des crimes. Il ne s'agit que de ça. Mais que, en fait, on mette tout le pays sous tension avec 3 juges qui sont quand même pas non plus. Juste, on va pas trancher la décision de justice. Mais on va pas trancher, oui, mais c'est factuellement faux. C'est de la prise en otage du suffrage. Mais ça, c'est une pétition de principe, une affirmation gratuite, ça n'est prouvé par rien. Vous dites 3 juges, c'est faux.
il y a eu des magistrats instructeurs, il y a ensuite des magistrats du siège, bah, ça, et il y aura quoi, une instance d'appel. Ça fait une série. Bah oui, parce que la loi a été violée, donc évidemment, en appel, elle perdra. Laurent Geoffrin, je voudrais sur la conséquence de ce que Jean-François a dit, c'est-à-dire mettre le pays sous tension et le risque énorme. Je pense François Bayrou, qui a été condamné, lui aussi, je crois que... Quittons la décision de justice en tant que telle que l'on attend et la procédure. Simplement, la conséquence, si jamais elle ne peut pas... il s'est retiré justement à cause de ça. Laurent Geoffrin, si jamais elle ne peut pas se présenter, comment est-ce que vous envisagez la suite du scénario? Est-ce que ça met le pays sous tension? Est-ce que ça crée une situation complètement inédite? Le Rassemblement national est un parti où il y a plusieurs leaders, donc ils présenteront quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est une logique simple. Donc ça... Il suffit de mettre Bardella. Lui, il n'a pas été condamné, il a eu de la chance. Donc lui, il sera candidat. Où est le problème? Mais le problème, on a l'impression que c'est le sauveur suprême, Marine Le Pen. Non, c'est une confusion entre pouvoir et autorité. En aucune manière, c'est l'application de la loi sur le suffrage universel. C'est l'application de la loi. Soit la source de ça n'est pas très surprenant d'ailleurs. On est en train de vouloir modifier la logique de la République, ou pas. Laissons les électeurs trancher. En plus, si on a un boulet au pied, comme quoi en plus on s'est mal comporté, qu'on fasse de la publicité là-dessus, qui est une peine qui soit... C'est-à-dire, j'ai pas compris. Si Marine Le Pen, comme d'ailleurs Bayrou, avec son parti, c'était la même chose, à part que c'est Marielle de Sarnez qui est morte entre-temps, qui a supporté, elle n'était plus là qui a supporté, mais le parti de Bayrou a fait la même chose que Bayrou n'a pas été Premier ministre au national, départ, et certainement beaucoup d'autres partis ont fait ça pendant longtemps. Mais là, cette apologie de la corruption me gêne. Moi, c'est pas une apologie de la corruption. C'est une apologie de la corruption. Mais non, ça veut dire c'est pas grave, ils sont corrompus, mais je pense s'ils sont élus, passons les gens. Justement, je pense qu'il y a des tas de gens qui ont été dans le même système, qui entre-temps ont été élus, peut-être parce qu'ils n'étaient pas l'objet de la justice, ou peut-être parce que la justice n'était pas assez forte à l'époque, ou tout ce qu'on voudra. En attendant, on en est là. Donc, il y a le problème de la rétroactivité aussi, n'est-ce pas? Donc, moi, je dis simplement qu'on est en grand dérapage, et qu'on confie à des gens, donc, quand on écoute leurs réquisitoires, qui sont d'une idéologisation extrême, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Alors, je finis. Voilà. Donc, moi, je dis simplement, in fine, dans une république comme la nôtre, c'est le peuple qui tranche, ce sont pas des juges. Voilà. Pour ce qui est des élections, pour ce qui est de la justice, que les juges tranchent. Pour ce qui est des élections, qui ne s'en mêlent pas. Oui, mais enfin, il est passé... Dernière parole de Laurent Geoffrin. Entre-temps, il y a eu des intellectuels, des philosophes qui ont réfléchi à ça. Par exemple, Montesquieu. Donc vous considérez que Montesquieu ne respecte pas les principes de la démocratie, et considérant qu'il doit y avoir des contre-pouvoirs, il a tort. Il n'y a pas de contre-pouvoir à une majorité. Donc on peut établir une dictature de la majorité dans ce cas-là. Non. Non, dans votre système, oui. Non, puisque c'est pas au juge de discuter. On a des contre-pouvoirs, mais encore une fois, la justice, c'est pas au juge de décider. Donc c'est au peuple. Donc si le peuple élit un dictateur, on aura une dictature. Ça a toujours été un risque. C'est Trump, c'est la thèse de Trump. Non, justement, ça va être notre prochain sujet. Ça a toujours été un risque, si ce n'est qu'en France, la justice n'est pas un contre-pouvoir. Si. Voilà. Non. Ouais, si, c'est un contre-pouvoir. Allez, on va. Non. Ça limite le pouvoir. Ça n'est pas un contre-pouvoir. C'est pas un pouvoir, mais c'est un contre-pouvoir. C'est pas justement. Pouvoir. On va en rester sur ces considérations. Je vous remercie pour cette franchise dont vous avez fait preuve sur ce sujet qui vous divise. Et c'est très bien qu'on puisse avoir justement des échos différents. Puisque vous avez parlé de Donald Trump, on s'aperçoit qu'aujourd'hui... Je dis simplement que moi, je ne souhaite pas l'élection de Marine Le Pen. Non, mais je précise pour qu'on soit bien clair. On souhaite comprendre un sujet. C'est le but. Je ne souhaite pas du tout son élection. Donc, c'est pas pro domo, quoi. Non, on a bien compris, Jean-François. Plusieurs entreprises françaises ont reçu une lettre de l'ambassade des États-Unis qui les interroge sur l'existence de programmes internes dans ces entreprises de lutte contre les discriminations. Vous savez, c'est le DEI, diversité, équité, inclusion. Et donc, en quelque sorte, si on ne revient pas si ces entreprises ne reviennent pas sur ces programmes de lutte contre les discriminations, elles pourraient être empêchées de travailler avec le gouvernement américain. C'est ce que on dit plusieurs médias. Vous avez entendu cela en fin de semaine dernière. Je voulais le mettre au débat ce matin pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez et puis ce que cela pouvait signifier, puisqu'il y a des maisons... Alors, toutes les entreprises n'ont pas reçu cette missive. Ça s'adresse bien à celles qui veulent faire des affaires avec le gouvernement américain. Donc, semble-t-il, tout le monde n'est pas concerné par ces programmes ce nouveau programme qui vise justement à rompre avec le DEI, diversité, équité, inclusion. S'agit-il d'en finir avec l'égalité des chances au sein de l'entreprise? C'est une question qu'on peut poser. Laurent Geoffrin.
C'est hallucinant, en fait. On a l'air d'en débattre. Qu'est-ce qu'il y a d'hallucinant? Parce que c'est quoi? C'est l'extraterritorialité? Bien sûr, c'est l'extraterritorialité. D'abord, ce sont des décisions qui sont prises par décret de Trump. Aux États-Unis, absolument. Il décide tout seul. Quoi. Décret 1473. Les gens trouvent ça normal, et alors surtout que les juges ne s'en mêlent pas, parce que c'est pour reprendre la thèse de Colosimo, s'il y a un juge se mêlait de dire mais peut-être que Trump va trop loin, et il s'érigerait en pouvoir contre le peuple, donc à la niche, les juges. Premier point. Deuxième point, il faut que les entreprises étrangères se soumettent à ce diktat qui est purement arbitraire, et à mon avis qui ne tient pas dans les principes généraux du droit, mais enfin, on se fout des principes généraux du droit, vu que le peuple le veut. Donc, ce que veut le peuple est les paroles d'évangile, donc on se soumet. Voilà. Attention, sur cette antenne, ça a une force. Comme formule. Alors, je reconnais Laurent Geoffrin à ses abus polémiques, parce que très précisément, c'est un problème de loi. Et c'est un problème de juge. Cette affaire-là, évidemment, qui nous révolte profondément, mais en attendant, il faut savoir que nos entreprises sont soumises depuis Bush Junior à la justice américaine, puisque la justice américaine est devenue extraterritoriale à partir de ce moment-là, qu'elle a continué à l'être sous Obama, sous Biden. On a eu des sociétés françaises, Alcatel, Alstom, qui ont été lourdement BNP, qui ont été lourdement taxées aux États-Unis, puisque les États-Unis ont une loi qui date des années 1970 sur le problème des fraudes et des corruptions, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est sur le... Oui. Et qui a été élargi, en fait, à l'univers, et que tout le monde s'y soumet, y compris les Chinois, d'ailleurs, parce qu'après, on est interdit de commerce. Donc, en fait, ça fait longtemps que nos sociétés sont soumises au droit américain, puisqu'il suffit d'utiliser, en fait, le dollar, d'utiliser l'anglais dans un mail, etc. Par exemple, si vous faites des actes commerciaux avec l'Iran, qui est sous sanction, etc., paf, vous retrouvez aux États-Unis, vous êtes obligé, dans ce moment-là, de dealer, comme on dit, un accord à des centaines de millions de dollars. Donc, en fait, cet unilatéralisme, certes, avec Trump, il atteint des sommets délirants. Non, mais surtout l'objet de la règle est quand même très bizarre. Non, mais il atteint des sommets délirants, mais il faut quand même savoir que depuis très longtemps, nous avons accepté cette justice américaine extraterritoriale. Encore une fois, les Chinois l'ont fait aussi. Hein. Ils n'ont pas tellement moufté. Non, mais quand il s'agit de lutter contre la fraude fiscale, le sujet est différent. Là, il s'agit de lutter contre des dispositions qui déplaisent à Trump. Non, mais parce que idéologiquement parce que ensuite, très exactement, puisque certains d'entre nous adorent la légalité, le problème qu'il y a, c'est que il y a un décret présidentiel contre lequel la loi américaine ne peut rien opposer. Je le regrette, mais c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de disposition pour s'opposer à ce décret-là, qui considère illégaux tous les dispositifs de discrimination, égalité, de lutte contre les discriminations, DEI, comme on dit, le DEI. Bon, il faut le savoir. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que dit l'ambassade américaine avec ce monsieur Stanislas Parmentier? Elle prévient les sociétés françaises que si elles ont des contrats avec l'ambassade ou le département de l'État, comme c'est illégal, elles sont dans l'illégalité. Le problème, c'est que ces entreprises, si elles souscrivent à cet ultimatum américain, elles vont se retrouver dans l'illégalité par rapport à la France et par rapport à l'Europe. Donc on voit bien que c'est un conflit de pouvoir idéologique où, en fait, le droit, puisque c'est sa destinée quand même, est largement instrumentalisé politiquement, comme il s'avère dans d'autres affaires. Laurent Geoffrin, là, c'est la quadrature du cercle pour ces entreprises. Oui, mais ce qui est vérité en deçà de l'Atlantique. Mais quel est l'objet? Il s'agit d'interdire, du point de vue américain, des dispositifs qui favoriseraient, de manière outrancière selon eux, les minorités ou les femmes. C'est ça le truc. Ce qu'ils appellent la spoliation identitaire. Je sais pas s'ils appellent. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est le principe. Vous occupez une place par quota. Et donc pas par votre mérite. Mais si on n'avait pas mis des quotas, pour les femmes, on n'aurait pas progressé d'un pouce. Hein. Il faut bien le savoir. Ça. Donc je sais que les quotas se discutent et que ça contrevient apparemment, en tout cas, le principe de l'égalité des chances. Mais est-ce que l'égalité des chances existe préalablement? Alors voilà, c'est la question. La question. La question de fond, elle est là. On voit bien que
non, pas vraiment, puisque la représentation et des femmes et des minorités dans les instances dirigeantes, et il y a une sous-représentation massive. Enfin, il y a eu, en tout cas, pour les femmes. Moins maintenant. Est-ce qu'il faut avoir des mécanismes volontaristes pour la corriger ? Moi, je pense que oui, dans certaines limites. Il ne faut pas que ça soit injuste à l'égard des gens compétents, mais est-ce qu'on doit se plaindre du fait qu'il y ait plus de femmes maintenant dans les instances dirigeantes soit des entreprises, des partis politiques ou du gouvernement ? Est-ce qu'on doit revenir en arrière en disant, puisque depuis qu'on a mis des femmes, on est face à une bande d'incompétents, ou d'incompétentes en l'occurrence. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense ? Les conseils d'administration sont encore assez faibles. Oui, en plus, grosses entreprises. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, à mon avis. Ça suppose que le fait qu'on promeuve les minorités et les femmes fait baisser le niveau de compétence de la classe dirigeante. Alors j'aimerais bien qu'on défende ça de manière claire, qu'on dise vraiment ce qu'on pense. C'est votre manière de poser le problème, Jean-François ? Non, mais en tant que chrétien, en tant que disciple de Saint Paul, on est pour qu'il n'y ait plus ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme, ni juif, ni noir, ou autre. Mais dans le même temps, moi je suis quand même, je dirais, pense que la déculottée électorale qu'a eu le camp progressiste aux États-Unis, qui n'est pas que conjoncturel, qui tient pas simplement à Kamala Harris, parce que c'est un mouvement mondial, que cette manière dont finalement un progressisme sans grande rationalité, sans grande précaution politique, sans pédagogie, très idéologique, a fini par irriter au point de provoquer des absurdités telles qu'on les voit avec Donald Trump, etc. D'ailleurs, ce rejet, par exemple, des efforts de correction de l'égalité. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Donc, il y a quand même un véritable problème. C'est-à-dire, moi, si j'étais un ultra-progressiste, je me dirais qu'est-ce qu'on a raté quand même, au point que, un peu partout, en tout cas dans l'hémisphère nord, il y ait une réaction tellement violente. On veuille en finir avec ça. Qu'on veuille en finir et que finalement, ça bousille même ces apports positifs dont parlait Laurent Geoffrin. Je me dirais, où est l'excès là-dedans? Et des excès, oui, il y en a eu, c'est évident. On a hyper idéologisé ces enjeux qui étaient d'abord des enjeux sociaux. On en a fait quasiment des questions anthropologiques, et on a là le résultat. C'est-à-dire, on a en fait deux camps qui sont assez nihilistes l'un et l'autre. Ce n'est que l'un a pris le dessus sur l'autre, parce que l'autre est allé beaucoup trop loin, à mon sens, dans la confusion des genres, si je puis dire. Un dernier mot, Laurent Geoffrin, sur ce point. Est-ce qu'on est allé trop loin ? Les excès de ce qu'on appelle le wokisme a fourni sur un plateau des arguments très très forts à la droite conservatrice ou réactionnaire. Ça, c'est évident. Dans mon journal, on a cessé de les dénoncer, ces excès. Et quand on dit les Blancs ont un privilège par nature, il y a le privilège blanc. Alors comment on fait pour abolir le privilège blanc ? On cesse d'être blanc ou, hein, s'il y a les nobles avaient des privilèges, on a dit il y aura plus de nobles, comme ça c'est plus simple. Et donc pour les blancs c'est difficile à mettre en œuvre ça. Eh bien, c'est l'une des questions justement que vous avez soulevées. Merci beaucoup Laurent Geoffrin et Jean-François Colosimo. Laurent Geoffrin, journaliste essayiste, fondateur du média numérique Le Journal.info, et Jean-François Colosimo qui dirige les éditions du CERF, essayiste, écrivain, historien des religions. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt.